20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Bonsoir, bienvenue à tous dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique chaque mardi soir. Notre invité avec nous jusqu'à 21h est Didier Bécher, député La République En Marche de la première circonscription des Yvelines. On le remercie d'avoir accepté notre invitation, il ne devrait pas tarder. Alors au programme ce soir, les Français sont déconfinés, mais attention, ce déconfinement n'est pas synonyme de retour à la normale. Couvre-feu de 20h à 6h, lieux culturels toujours fermés. On fait le tour de cette crise du Covid-19 et des mesures prises avec Didier Bécher. Un référendum pour inscrire la défense du climat et la préservation de l'environnement dans la Constitution. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron hier alors qu'il rencontrait les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Coup de pub, où en est-on également des 149 propositions? Faut-il en faire plus? On se pose toutes ces questions dans 20h l'invité. Au programme également le Brexit et les négociations qui continuent, des négociations qui se dirigent très sûrement vers un no deal. On verra ça après avoir fait le point sur l'avenir de la loi sécurité globale. N'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission avec le hashtag Fréquence ESJ sur Twitter ou alors rendez-vous sur notre page Facebook Fréquence ESJ. Vous pouvez poser vos questions à Didier Bécher. On les récupère et on les pose en fin d'émission. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Didier Bécher. C'est parti. Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Alors comme je vous le disais, Didier Bécher ne devrait pas tarder à arriver, il est retenu à l'Assemblée nationale, donc il ne devrait plus tarder, c'est une question de minutes. J'en profite pour vous dire que cette émission, comme toutes celles de 20h l'invité, sont filmées et sont donc ensuite disponibles sur YouTube. Vous avez simplement à chercher Fréquence ESJ et vous verrez notamment les dernières émissions avec Xavier Breton, député Les Républicains, ou encore Fabien Gay, sénateur communiste. En attendant, eh bien, c'est une des grosses actualités d'aujourd'hui, la maire de Marseille, Michèle Rubirola a démissionné, a annoncé sa démission. Bonsoir Bastien Cochet. Bonsoir Manon Blandis. Alors, qu'est-ce qu'elle a expliqué exactement? La maire de Marseille, donc Michèle Rubirola, comme vous le disiez, a annoncé sa démission aujourd'hui lors d'une conférence de presse dans la mairie de Marseille même. Elle évoque des raisons de santé en déclarant « J'ai connu dès l'été des premières difficultés liées à ma santé. Ces épreuves limitent l'énergie que je peux mobiliser. Être maire de Marseille, c'est 300% de son temps. J'en donne 150%. » Elle souhaite donc laisser sa place à son premier adjoint, Benoît Payan, figure du Parti Socialiste à Marseille. Et c'est justement ça qui peut faire grincer les dents dans son camp. D'autres personnalités, comme la figure de gauche Samia Ghali, convoitent ce poste. Il faut rappeler que Michèle Rubirola, elle a été élue en juin dernier en étant à la tête d'une coalition de gauche assez hétéroclite et complètement inédite, rassemblant le Parti Socialiste, le Parti Communiste, une partie de la France Insoumise et même Europe Écologie Les Verts. Bref, tout cela représente beaucoup de courants. Et en tout cas, elle est devenue à l'époque la première femme à diriger la cité phocéenne et elle a mis fin à 25 ans de mandat de l'ancien maire Les Républicains, Jean-Claude Gaudin. Eh bien, merci Bastien Cochet pour toutes ces explications. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h. Didier Bécher, bonsoir, vous venez de nous rejoindre. Eh bien écoutez, on va tout de suite commencer cette émission en revenant sur le mot du jour. Voilà, un mot qu'a choisi la rédaction politique et qui revient sur une grande actualité de ce mardi 15 décembre. Ce mot ou ces mots, ce sont violence conjugale. Le bracelet anti-rapprochement a été généralisé aujourd'hui. Il permet de maintenir à l'écart des victimes les conjoints ou ex-conjoints violents. Un système d'alerte se déclenche lorsque ceux-ci enfreignent un périmètre défini. Ce bracelet est donc disponible depuis ce matin dans toutes les juridictions, en métropole comme en outre-mer. Didier Bécher et Éric Dupond-Moretti a annoncé dans le même temps que la justice avait ordonné la pose de 7 bracelets anti-rapprochement depuis septembre. Est-ce qu'on peut se féliciter de cette nouvelle ? Alors c'est assez symbolique, hein, les bracelets, c'est important, mais c'est aussi l'ensemble des mesures qui ont été prises, hein, avec les différentes lignes d'écoute qui peuvent exister et que les femmes peuvent appeler. Enfin, il y a énormément. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des supermarchés qui se sont mobilisés pour mettre les coordonnées sur les tickets de caisse. Donc, mais concernant vraiment ces bracelets, est-ce que 7 depuis septembre, c'est vraiment une bonne nouvelle ? Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. 7, non, ça ne semble pas beaucoup depuis le mois de septembre. J'ai pas les chiffres en tête comme ça. Mais en tout cas, c'était nécessaire de les généraliser et que la panoplie de pouvoir utiliser cet outil se mette en place. Donc voilà, ça démarre. J'espère que ça va se généraliser de manière beaucoup plus importante que 7, effectivement. Mais je ne connais pas le contexte, honnêtement, des chiffres, depuis quand, de quel type de procès. Enfin, il faudrait regarder ce qui a été fait exactement. Et je vous avouerai que je n'ai pas les informations là comme ça Merci. sur le sujet. Merci Didier Bécher. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h.
Alors avant de s'intéresser au déconfinement et aux autres sujets d'actualité de ces derniers jours, on prend d'abord le temps de mieux vous connaître, Didier Bécher. Alors pour ceux qui nous suivent et qui n'ont peut-être jamais entendu parler de vous, de votre enfance dans la région de Carcassonne jusqu'au quartier cossu de Versailles, Bastien Cochet retrace votre parcours. Bonsoir Didier Bécher, bonsoir Manon Blangis. Alors vous avez dès le plus jeune âge eu la chance de faire de bonnes études et vous avez choisi la psychologie du travail pour œuvrer dans les ressources humaines. Pourquoi faire ce choix lorsqu'on est étudiant ? Voilà, pourquoi enfin, c'est vrai que moi j'ai toujours eu un intérêt pour le fonctionnement des groupes de manière générale. Je trouve que c'est dans la sociologie de notre organisation, c'est des choses qui sont intéressantes. Et c'est vrai que dans le monde du travail, par définition, on est un groupe. À l'école, on est un groupe. On fonctionne beaucoup en groupe. Et donc je trouvais que la psychologie du travail s'adaptait très bien à ce type de... Et en politique aussi, justement, tout est affaire de groupe. En tout cas, vous enchaînez dans les grands groupes de télécommunications et de la défense, France Télécom, Alcatel, DCNS. Quand on évoque France Télécom, par exemple, et les ressources humaines, on pense à l'affaire des suicides des employés de France Télécom, justement, suite à un management de la terreur selon les syndicats. Est-ce que ce sont des événements qui vous ont marqué professionnellement et qui ont pu changer vos choix de carrière ? Je pense que dans toutes les carrières de DRH ces dernières années, on a tous été amenés à travailler sur la souffrance au travail de manière générale et sur ces cas extrêmes qui peuvent arriver sur le lieu du travail que sont le suicide des salariés. C'est des sujets qui sont compliqués, qui font appel à des sujets personnels, des fois liés au travail. Enfin, il faut arriver à trier un petit peu ces sujets-là et c'est toujours très très complexe pour les équipes RH d'arriver à faire le tri entre ce qui est de l'ordre du personnel et ce qui est strictement l'ordre du professionnel. En tout cas, ça c'est le plan professionnel de votre vie. Il y a le plan politique aussi et votre premier mandat, vous le connaissez. En 2014, vous devenez conseiller municipal de Versailles sous l'étiquette socialiste. Comment est-ce qu'il a commencé cet engagement ? Ça, c'est votre premier mandat, mais on imagine qu'il a commencé plus tôt ? Pas socialiste, une liste d'union qui était certes à gauche, mais qui, pour la grande majorité de la liste, étaient des gens comme moi qui étaient non inscrits, parce que il y a souvent ce raccourci socialiste. Moi, j'ai jamais adhéré au Parti socialiste, ni été membre du Parti socialiste. Je pense que quand on est dans une ville, à un moment donné, on s'intéresse à ce qui se passe, et donc c'est le premier engagement politique qui m'a rendu curieux de se dire, tiens, pourquoi pas aller travailler sur ce qui se passe dans ma ville, à proximité, là où je suis, là où mes enfants vont à l'école, et donc ça s'est fait un peu comme ça, et c'est aussi la déception, si je peux enchaîner sur la suite, de ce que j'y ai rencontré, de ce que j'y ai vu parfois, des postures qu'il fallait prendre parce qu'on était sur une liste de gauche ou parce qu'on était sur une liste de droite, qui a fait qu'en 2016, quand j'ai commencé à rencontrer le travail d'Emmanuel Macron, je me suis dit, voilà quelque chose qui travaille beaucoup plus la centralité. Et justement, vous étiez non inscrit, c'est Emmanuel Macron qui vous a motivé, qui vous a convaincu pour vous engager dans un mouvement politique. Oui, parce que du coup, on sortait de ce sujet de posture et on allait vers le fond des sujets. L'éducation, c'est pas de gauche ou de droite. Le travail, c'est pas de gauche ou de droite. Mais est-ce que finalement, vous n'aviez pas aussi besoin d'une étiquette politique claire pour pouvoir être investi aux législatives ? Ça peut être utile. Oui, ça peut être utile, mais ce qui compte, c'est que les personnes voient le sujet dans la manière dont on veut le porter. Moi, je pense que la centralité aujourd'hui, ou le centre progressiste que peut représenter En Marche, est quelque chose qui est très très bien identifié versus les Républicains, les conservateurs ou la gauche avec ce qui reste du Parti socialiste. En tout cas, en 2017, vous êtes élu député de la première circonscription des Yvelines, avec seulement 800 voix d'avance. Votre adversaire n'est pas tout à fait inconnu aujourd'hui, puisqu'il s'agissait de François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux dernières élections européennes. Vous attendiez à cette victoire auprès d'un électorat quand même qui vote successivement depuis 1981 pour le RPR, l'UMP, les Républicains? Battre la droite, là, c'était une surprise? Oui, c'est vrai que tout le monde me disait, de toute façon, la seule circonscription dans les Yvelines qui n'est pas remportable, c'est la première circonscription des Yvelines. Comme quoi, quand on fait campagne avec sincérité sur le terrain, qu'on essaye d'accrocher les gens, encore une fois, sur des sujets de leur quotidien, et qu'on fait ce dernier kilomètre de la politique, parce que c'est ça qui est important. Quand on parle d'éducation, d'emploi, et qu'on l'a vécu, parce que c'est aussi mon ADN d'avoir vécu des choses et de ne pas être un homme politique théorique, puisque c'est pas une carrière, j'ai pas fait une carrière politique, voilà, finalement, on arrive à gagner. Bon, après, c'est aussi un contexte, 2017, il faut voir les choses. Il y a aussi un raz-de-marée, et dans les Yvelines, on est bien placé pour le savoir, puisque sur 12 députés, il y en a, alors maintenant plus que 10, mais de la majorité présidentielle. Donc, il y a eu un vrai raz-de-marée aussi. En tout cas, après l'élection, il y a le travail. Et à l'Assemblée, on ne peut pas dire que vous soyez un très bon élève. Depuis le début de l'année, 0 intervention en commission, très peu dans l'hémicycle. Et le seul domaine où vous êtes dans le vert, c'est au niveau des amendements adoptés. Est-ce que l'opposition n'aurait pas raison quand elle parle de députés qui ne sont là que pour approuver des textes voulu par le gouvernement?
vous fassiez attention avec les statistiques parce que déjà on est en période de Covid quasiment depuis le début de l'année, donc en fait il n'y a pas d'enregistrement sur la présence, donc faites attention aux raccourcis rapides. Non, on n'est pas là pour ça, mais vous savez, je fais partie des rares députés qui ont fait adopter un texte de loi qui a été déposé au mois de juin cette année et qui a été définitivement voté au mois de septembre de cette année. Mais donc, en 2018 déjà vous étiez le député le moins assidu des Yvelines déjà à l'époque. Je ne crois pas parce que j'étais à la commission des affaires de la défense. C'est exact, vous étiez défense nationale et des forces armées, bien sûr, vous y étiez, vous avez d'ailleurs déclaré aux Parisiens que c'était pour cela que ça vous prenait du temps. C'est très connu. Et vous n'y êtes plus depuis mars, mais pourtant il y a quand même des députés qui font partie de ces commissions et qui arrivent à être un petit peu plus actifs dans l'hémicycle. Faites attention à ces raccourcis. Quand vous faites partie de la commission de la défense nationale, vous n'avez pas de texte de loi en commission sauf la loi de programmation militaire, et j'ai été rapporteur de la loi de programmation militaire dès 2017, mais une fois que c'est passé, c'est terminé. Et vous n'avez pas d'enregistrement des commissions ni de vos axes de présence, filmé, puisque tout se passe à huis clos. En tout cas, vous avez plusieurs fois fait l'objet de dégradation de votre permanence de député à Versailles, une fois par un gilet jaune, une autre par Greenpeace, vous traitant d'hypocrite du climat. Comment on réagit en tant que politique à ces attaques, et est-ce que ça vous a poussé à vous remettre en question sur certains sujets ? Je ne suis pas le seul député qui a été confronté à l'attaque des permanences. On est des personnes publiques, donc à un moment donné, l'expression, elle se fait de différentes manières. Est-ce que c'est la meilleure pour avancer ? J'en suis pas certain. Voilà. Et puis, après, il y a des dégradations qui ont eu lieu et il y a un procès qui est en cours avec la dernière personne. Je pense que c'est aussi important de montrer que c'est pas la violence en fait qui fait changer d'avis, surtout quand on fait des raccourcis sur ces sujets. C'est clair. Merci Didier Bécher. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Ce matin, la deuxième étape du déconfinement a commencé. Couvre-feu la nuit, mais aucune limite de sortie la journée. Noël en famille, mais Nouvel An à la maison. On revient sur toutes les annonces du Premier ministre juste après I Love It de Kylie Minogue sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Fréquence ESJ Hits and Talk, il est 20h17 et nous sommes avec Didier Bécher, député La République En Marche, jusqu'à 21h. Bienvenue, si vous nous rejoignez, sachez que vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de radio comme Radioline et TuneIn. Et aujourd'hui, la France est donc entrée dans sa deuxième phase d'allègement du confinement. Les règles sont finalement un peu plus strictes qu'annoncées pour cause une stagnation du nombre quotidien de malades infectés par la Covid-19. Théo Grévin, vous revenez sur les dernières annonces de Jean Castex. Bonsoir Théo. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Didier Bécher. Jean Castex l'a annoncé ce matin, la recommandation de ne pas envoyer les enfants à l'école jeudi et vendredi pour favoriser un auto-confinement avant les fêtes. Les Français expliquent souvent que selon eux, les politiques sont déconnectés. Est-ce que cette mesure n'est pas l'exemple parfait ? Alors, si je me souviens du contexte, c'est une question qu'on a dû lui poser parce que ça faisait partie des recommandations du Conseil de défense de santé, enfin du Conseil scientifique, sur est-ce qu'il fallait respecter une durée par rapport au repas de Noël. Donc en fait la réponse était celle-là. Est-ce que pour 7 autant jours avant les fêtes. Ouais. Et est-ce que pour autant il l'a encouragé ou quelque chose ? Non, c'était pas le sujet. C'est de dire effectivement, si vous savez que vous avez ça, vous pouvez aussi prendre la décision de l'autoconfinement. Sachant qu'honnêtement, de manière pratico-pratique, l'autoconfinement, c'est-à-dire que vous sortez absolument pas de chez vous. Je sais pas combien de gens le pratiqueront, mais voilà. Et comment les Français qui ont des enfants font pour s'organiser 2 jours avant ? Mais encore une fois, c'est si vous décidez dans votre famille d'un autoconfinement par rapport au repas de Noël, il y aura une tolérance à l'école. Il n'y a aucune recommandation de le faire, de l'encourager, pas du tout. Encore une fois, c'était pour répondre à une question précise. Si vous faites un autoconfinement, on sera tolérant sur ces 2 jours de battement jeudi, vendredi. C'est certainement pas une recommandation de le faire. Mais cette annonce Après, si votre question, est-ce que c'était opportun d'apporter ce sujet-là, là, au moment où on est, sachant que c'est aussi le 15, une partie nouvelle du déconfinement, je suis pas certain que ce soit l'élément qui apporte le plus de clarté, pour être tout à fait honnête. Cette annonce, elle vient quand même pour expliquer qu'il faut limiter les risques avant les fêtes de Noël. On reconnaît donc du côté de l'exécutif que l'école, c'est un lieu à risque. L'autoconfinement, encore une fois, c'est la sphère familiale dans laquelle vous vivez, tous les éléments qui se passent avant la fête de Noël. C'est pas l'école plus qu'autre chose. C'est-à-dire, si vous, dans votre famille, vous avez décidé d'un autoconfinement pour être sûr de pouvoir fêter en toute tranquillité avec des personnes âgées, vos parents, vos grands-parents, les fêtes de Noël, et que vous décidez de ne pas être là ces 2 jours-là, on n'ira pas chercher pourquoi vous avez été là ou pas, même si on a dit qu'il fallait que les parents préviennent. Et encore une fois, c'est important, c'est pas encourager à le faire. C'était pas du tout ça, les propos du... C'est si possible faire... Non, c'était même pas si possible. C'est si vous le faites, sachez qu'il y aura une tolérance jeudi, vendredi par rapport à l'absence à l'école.
Jean Castex a annoncé d'autres mesures, un couvre-feu, des tests, des dépistages massifs dans certaines villes. Est-ce que pour vous, c'est des mesures assez fermes pour limiter l'impact des fêtes de fin d'année sur l'épidémie ? C'est la meilleure solution qu'on peut prendre, sachant que évidemment, quand vous l'avez dit dans l'introduction, les chiffres sont pas bons, puisqu'on est rendu quasiment au même niveau que les chiffres les plus bas du premier déconfinement quand ça avait commencé à baisser. Et ça me semble impossible de dire on verra personne pour les fêtes de Noël. Donc le choix. Pour quelle raison les Français auraient pas respecté ? Non, c'est pas une question de respecter, c'est que c'est un grand moment de rassemblement familial, de cohésion, où on se retrouve. Il y a beaucoup de monde qui va aussi circuler en France pour aller retrouver sa famille, parce que tout le monde, évidemment, n'a pas sa famille qui habite au même endroit. Donc un grand moment de cohésion. En fait, c'est un choix qu'on a fait de privilégier ce moment-là. Donc privilégier ce moment-là, c'est au détriment, oui, du 31 décembre, effectivement, et c'est au détriment aussi de l'ouverture des cafés et des restaurants, du décalage de l'ouverture des lieux de culture. C'est difficile. C'est difficile. Ce qu'il faut faire, ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas mettre tout sur le même plan. C'est pas parce que les supermarchés sont ouverts que du coup les cinémas doivent être ouverts. C'est qu'on fait un choix en fait dans ce qui est strictement nécessaire par rapport à la situation sanitaire, et donc ça implique qu'on fasse des choix qui sont difficiles. Mais ce choix, il peut aussi faire repartir l'épidémie au mois de janvier et donc nécessiter un nouveau confinement. Oui, encore une fois, moi j'ai pas de boule de cristal, mais si on fait un brassage extrêmement important pendant les vacances de Noël, pendant ces 15 jours de coupure, et ça on le dit depuis des semaines, on aura forcément la 3e semaine de janvier un redémarrage des contaminations, bien sûr, mais ça c'est une évidence. Il n'y a pas aujourd'hui d'outils magiques, sauf à lancer les plans de vaccination, et c'est ce qu'on va faire à la rentrée de janvier. Il n'y a pas d'outils magiques, en fait, à part les mesures barrières pour se protéger. Ou limiter encore plus le nombre de personnes. C'est ce qu'ils font dans d'autres pays. En Allemagne, c'est 5 personnes. Aux Pays-Bas, 3 personnes. En Angleterre, 2 personnes. En France, c'est 6, et c'est qu'une recommandation. 6 adultes. Est-ce que l'exécutif je sais pas si on avait dit 2, autant dire on fait rien. Enfin, je veux dire, après, faut pas être hypocrite non plus. Et cette possibilité, vous, de ne rien faire, vous ne l'auriez pas souhaité ? Non, je pense que par rapport au moment de Noël, ce moment particulier de l'année, je pense que ça fait 2 confinements qu'on enchaîne. Je pense qu'il y a vraiment pour la santé, émotionnelle de tout le monde, on a besoin de se retrouver. On veut pas casser ce moment-là et offrir la possibilité, peut-être découper en morceaux, parce que on pourra pas faire de fête de famille à 25. Donc il faudra faire peut-être plusieurs repas, le soir, le midi, le lendemain et le surlendemain, mais en étant 6 adultes maximum à chaque fois. C'est la recommandation. C'est aussi notre responsabilité individuelle, tout un chacun de respecter ce confinement, parce que économiquement, ça va devenir très très compliqué quand même si l'épidémie repart au mois de janvier. Merci Didier Bécher. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Vous pouvez tout au long de cette émission poser vos questions à Didier Bécher. On les récupère et on les lui pose en fin d'émission. Pour ça, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Fréquence ESJ, sur Twitter avec le hashtag Fréquence ESJ ou encore sur notre page Facebook. Une nouvelle fois, samedi, des manifestations ont eu lieu un peu partout en France contre la loi sécurité globale. À Paris, entre 5 000 et 10 000 personnes ont défilé. 142 ont été interpellés, dont au moins 2 journalistes. La réécriture annoncée de l'article 24 de cette loi sécurité globale n'a visiblement pas fait disparaître les inquiétudes concernant le texte. Bastien Cochet. Didier Bécher, 95 interpellations le week-end précédent de manifestations, 142 cette fois-ci alors qu'il y avait moins de manifestants. Est-ce que selon vous, ça ne ressemble pas à un musellement de la protestation ? Je ne sais pas s'il y a 1000 ou 5000 manifestants. Enfin, il faut faire attention. Les chiffres sont quand même faibles en termes de mobilisation. Ils ont baissé au cours des semaines. Oui. Puis, ils sont faibles par rapport à ce qu'on connaît quand il y a des mobilisations dans la rue. On parle toujours de 100 000 personnes, 50 000, 100 000 personnes. On n'est pas sur 1000, 2000 ou 3000 ou 4000 personnes. Pour vous, ça traduit le fait qu'une majorité de Français sont pour cette loi ? Non, c'est pas ça, mais c'est qu'il faut pas extrapoler en fait sur le nombre de personnes. Ce qui était important par rapport au week-end dernier, c'est aussi de pouvoir identifier les Black Blocs, puisque malheureusement dans ces manifestations, c'est aussi des gens qui viennent pour casser, qui sont là et pas pour manifester contre un texte de loi, ce qui est tout à fait louable. Donc voilà. Après, est-ce qu'il y a plus d'acceptation ou pas ? Enfin, moi, je suis assez à l'aise sur ce texte, parce que je me suis exprimé très très largement, tout en l'ayant voté sur l'intérêt qu'on aurait à supprimer l'article 24 parce qu'il n'est pas compris. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est un article qui n'apporte rien de nouveau, en tout cas rien d'essentiel par rapport à la totalité du texte. Vous pensez que c'était un bon article dans la forme dans laquelle il était ?
s'il a été compris par personne, c'était pas un bon article et il n'a pas été bien compris. Donc à un moment donné, on l'a déjà réécrit plusieurs fois. Donc je pense que si le doute persiste, si l'inquiétude persiste sur la liberté d'expression, encore une fois, cet article 24 peut être... Enfin, moi j'ai appelé à ce qu'il soit retiré. Donc c'est très clair dans mon esprit. Vous parliez des black blocs. Du texte est important. Vous parliez des black blocs lors de la manifestation avant. On l'a dit, 142 individus interpellés. Seulement 7 vont comparaître et vont être condamnés. Ça fait quand même assez léger sur 142 qui étaient considérés comme des individus ultra violents. Comme quoi la liberté d'expression est bien présente dans ce pays. Oui, mais alors... Encore une fois, c'est pas parce qu'on est interpellé... On peut s'interroger sur la nécessité d'interpeller ces personnes et de les mettre en garde à vue. Non, mais la police, elle est là pour nous protéger. Donc à un moment donné, elle constate un certain nombre de choses, elle arrête un certain nombre de personnes dans une manifestation parce que j'imagine que les personnes qui ont été arrêtées, il se passait des choses qui n'avaient pas besoin de se passer. Et ensuite, il y a la loi qui se met en route, il y a un juge qui s'occupe du sujet et qui va considérer si oui ou non il y a des éléments pour aller plus loin et poursuivre ces personnes. Ça, c'est le travail de la justice. Quand 2 journalistes sont, lors de cette manifestation, arrêtés et l'un d'eux a une garde à vue qui est prolongée de 48 heures, comment est-ce qu'on peut imaginer, alors qu'on a des images qui prouvent qu'ils étaient en train de travailler, pourquoi ils ont été arrêtés par la police? Moi qui prouve, je sais pas. Enfin, moi je suis pas juge, donc la seule personne qui prouve, c'est un procès avec un juge qui dit oui ou non par rapport au contexte de nos lois en France. Est-ce que effectivement il y a un délit ou il n'y a pas de délit? On peut pas juger sur des images qu'on a vues. Vous avez vu, il y a plein de sujets aussi sur les angles des images. Donc je suppose que si ces 2 journalistes ont été arrêtés, c'est qu'à un moment donné, ils ont été dans une situation qui posait question à la police. Ils ont été arrêtés, soit ils devaient être condamnés, soit ils l'ont pas été, ils ont été relâchés. Mais fin de l'affaire. Justement, si des journalistes qui exercent leur métier sont arrêtés parce que les policiers considèrent qu'ils sont en train de commettre une infraction, est-ce que ça pose pas des questions aussi sur la liberté de ces journalistes de pouvoir aller en manifestation et de faire leur travail de façon sereine? Non, c'est pas parce que vous êtes journaliste que vous devez enfreindre la loi. Donc s'ils ont été arrêtés, c'est que probablement à ce moment-là, ils ont enfreint la loi. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient journalistes ou pas. La loi, elle s'applique de la même manière qu'on soit un politique, un journaliste ou un simple citoyen. En tout cas, pourquoi, en ce qui concerne les autres articles, est-ce que vous les approuvez aussi en l'état ou vous souhaitez aussi une réécriture comme pour l'article 24? Non, sur les autres articles, il y a vraiment 2 grands sujets dans ce texte de loi qui sont essentiels. La coordination des polices entre elles, parce que ça, c'est un vrai sujet dans les territoires, hein, donc entre la police nationale, la gendarmerie et la police municipale. Donc il y a vraiment une grosse partie du texte qui est sur une meilleure coordination des polices, la répartition des rôles, faut pas se marcher sur les pieds. Et puis il y a toute la partie du texte qui est sur la partie technologique, qui là aussi est extrêmement importante. Il y a de nombreuses expérimentations depuis plusieurs années, on parle des caméras piétons, des drones, qui sont aujourd'hui peu encadrés, qui n'étaient pas suffisamment encadrés, et que ce texte permet d'encadrer correctement. Mais il y a des articles qui peuvent quand même poser des questions, l'article 25 notamment, qui donne le droit aux forces de l'ordre, qui en gros ils ne se verront plus refuser l'accès à un lieu recevant du public, ce motif qu'ils portent leurs armes. Même aux États-Unis, ça ne se fait pas. Pourquoi on en arrive à de telles extrémités en France? C'est pas une question d'extrémité, c'est que l'expérience par rapport aux attentats a montré que souvent des policiers étaient présents dans des lieux publics, il s'agit des lieux publics d'événements, et que s'ils avaient été armés à ce moment-là, ils auraient potentiellement pu intervenir. Mais est-ce que ce n'est pas plus dangereux de laisser des personnes avec des armes qui pourraient être subtilisées, dérobées dans quelques... Encore une fois, les policiers, ils sont responsables, c'est pas juste pendant leur travail qu'ils sont responsables, ils sont responsables de manière générale. S'ils emmènent leur arme dans un déplacement, dans un lieu public, un événement où il y a beaucoup de monde, ils savent pourquoi ils le font, c'est que peut-être potentiellement il peut se passer quelque chose et ils pourraient intervenir à ce moment-là. Donc il n'y a pas plus de risque que quand ils sont en uniforme, c'est les mêmes personnes. Et le fait que les personnes s'attaquant à des gendarmes, des policiers, des pompiers ne puissent plus avoir recours à des réductions de peine, ce qui était le cas avant seulement pour les terroristes, est-ce que aussi c'est une bonne mesure? C'est important d'envoyer un signal en fait de défense des forces de l'ordre par rapport à la difficulté du travail qu'elles ont à mener et qu'on ne peut pas s'attaquer impunément aux forces de l'ordre. Donc ça c'est des éléments qui sont importants. Oui, mais si vous êtes attaqué jusqu'à les traiter comme des terroristes? Si vous attaquez à quelqu'un qui représente l'État à un moment donné, je pense qu'il faut que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire et que les peines vont être plus importantes dans ce cas-là. Oui, effectivement, les forces de police, elles sont là pour défendre les Français. Je pense que les Français, on le voit dans les sondages, le reconnaissent très largement. Et donc oui, on souhaite que les peines soient augmentées si vous attaquez aux forces de l'ordre. Merci Didier Bécher. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h.
Dans moins de 3 minutes, on revient sur cette épidémie de Covid-19 et sur les difficultés économiques qu'elle engendre. Un secteur particulièrement touché est celui de la culture. Et aujourd'hui aurait dû être le jour de la réouverture des cinémas, musées et théâtres. Ils vont devoir attendre encore quelques semaines, alors sont-ils les grands oubliés? On voit ça juste après Fly Away de Tones and I sur Fréquence ESJ Hits and Talk. 20h33 sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Didier Béchère, député La République En Marche de la première circonscription des Yvelines, est notre invité ce soir. Et si vous avez envie de voir cette émission en vidéo, eh bien ce sera possible sur notre chaîne YouTube. Toutes les émissions de 20h l'invité y sont en podcast vidéo. Comment vivre en ayant perdu la moitié de ses revenus et en voyant l'avenir chaque jour plus sombre? C'est la question que se posent les professionnels de la culture. Ils défilaient aujourd'hui dans plusieurs grandes villes alors qu'ils auraient dû rouvrir leur établissement aujourd'hui, Théo Grévin. Didier Béchard, ce matin sur Europe 1, Jean Castex ne s'est pas montré rassurant quant à une réouverture le 7 janvier. Les lieux culturels vont-ils rejoindre les boîtes de nuit au rayon des sacrifiés de cette épidémie? On verra le 7 janvier. Enfin, je pense qu'on a la clé un peu tous entre les mains. Si le nombre de victimes ou de personnes dans les urgences ne diminue pas, on va pas pouvoir réouvrir plus de lieux publics qu'on en a déjà aussi aujourd'hui. Il faudra quel chiffre? C'est 5000 Ouais, 5000 contaminations? 5000, mais c'est aussi la tendance. C'est-à-dire que voir qu'on est vraiment sur une tendance baissière. Alors là, le problème, c'est qu'on est sur un plateau. Et donc, c'est très mauvais signe d'être sur un plateau parce qu'on sait que par la mixité mixité des populations qui vont se produire pendant Noël, un plateau, ça veut dire redémarrer juste derrière. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention. Pour vous, c'est possible ou pas pour le 7 janvier, réouverture? Moi, j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas si c'est possible. On verra les chiffres à ce moment-là. Ça me semble quand même, à mon avis, un peu hasardeux. Et c'est encore une fois une question de quels sont les lieux publics qui sont ouverts. Parce que moi, j'entends souvent des débats en disant oui, mais je comprends pas, les supermarchés ils sont ouverts, on attrape autant le Covid au supermarché que si on ouvrait le cinéma. Oui, d'accord. Enfin, la discussion, c'est quel lieu public on doit laisser ouvert là au moment où on se parle, compte tenu du volume de personnes qui sont malades. Encore une fois, si on est sur une pente, en étant sur une pente, on va pouvoir réouvrir sans problème les cinémas. Mais il y a des commerces non essentiels qui sont ouverts, alors que des lieux de culture où on respecte la distanciation, où on respecte le port du masque, le gel hydroalcoolique ne sont pas ouverts. Ça, on l'explique comment? Encore une fois, l'élément qui est pris en compte, c'est le volume d'espaces publics qui sont ouverts. Si vous recommencez à ouvrir tous les espaces publics, les cafés, les restaurants, les cinémas, les théâtres, de toute façon, en plus, vous regardez toujours ce sujet-là selon l'angle sous lequel vous êtes vous. Si vous êtes un restaurant, vous pouvez trouver que vous avez mis en place des gestes barrières comme un cinéma. C'est différent, il n'y a pas de port du masque à l'intérieur du restaurant, on se retrouve à plusieurs. Alors qu'au cinéma, tout avait été mis en place. Le théâtre, ça reste des lieux confinés, même s'ils peuvent être grands et qu'on met de l'espace entre les personnes. Par définition, quand on est au cinéma et au théâtre, on ne se parle pas. N'empêche qu'on est dans un lieu confiné. Et depuis le début, qu'est-ce que dit le Conseil scientifique? C'est que tous les lieux fermés, c'est les lieux où le virus circule le plus. Donc le choix qui est fait, encore une fois, c'est sur un volume de lieux publics qui sont ouverts. Moi, je veux bien qu'on ferme tous les supermarchés. Mais tout le monde n'a pas des commerces de proximité juste à côté de chez lui pour éviter d'aller au supermarché. Vous avez des villes où c'est possible, vous avez une très très large majorité, compte tenu de la manière dont on a organisé notre consommation, dont le seul choix possible pour faire ses courses, c'est d'aller dans des grands centres commerciaux. Et je ne vois pas à qui vous allez expliquer qu'on va fermer les centres commerciaux pour ouvrir les cinémas. Et la question, c'est vraiment celle-là. Pourtant, c'est un des rares lieux, les lieux culturels où les Français pouvaient encore se retrouver. Vous craignez pas que ces réunions, désormais, elles aient lieu à domicile, sans masque? Non, je pense pas. Ce qui est un vrai crève-cœur, c'est que il y en a eu énormément ce week-end pourtant. 500 personnes réunies à Marseille, 30 dans le Morbihan, 120 personnes à Asnières. Mais vous voyez bien, encore une fois, que la question, elle est vraiment entre nos mains. C'est-à-dire que si on ne respecte pas un minimum de choses, le confinement va continuer et les lieux de culture, les bars, les restaurants ne réouvriront pas. Parce que vous avez quelques individus qui vont créer des clusters à un moment donné. Donc c'est quand même une position extrêmement égoïste quand vous avez 80% des Français, faut pas dire, je suis sûr c'est même 90 ou 95% des Français qui font des efforts tous les jours parce qu'ils veulent préserver Noël et parce qu'ils Mais est-ce que ce pourcentage il ne va pas augmenter finalement? Et est-ce que c'est pas contre-productif de laisser ces lieux fermés où il y a des protocoles alors que d'un autre côté des personnes se retrouvent sans aucun geste barrière? Je suis sûr que la très grande majorité des Français respectent les gestes barrières. Mais dans le temps. Mais dans le temps, notre objectif
l'objectif, c'est qu'on sorte du Covid à un moment donné. La stratégie vaccinale qui va démarrer à partir du mois de janvier, c'est aussi pour on voit bien que on est sur un arrêt et un redémarrage permanent du virus, un peu comme si on avait une grippe qui revenait de manière saisonnière. Donc si ce virus doit revenir tous les ans de manière saisonnière, il faut une stratégie vaccinale. Et tant qu'on n'a pas cette stratégie vaccinale, donc qui va démarrer au mois de janvier, en place, on doit avoir des mesures strictes de confinement à respecter avec le couvre-feu. C'est pas marrant, et encore une fois, c'est un crève-cœur pour la culture, hein, parce qu'on a besoin de ces moments d'échange, d'évader quand on est au cinéma, enfin de s'évader au cinéma, au théâtre. Oui, bien sûr, bien sûr. La troisième vague Covid n'est pas encore là. En revanche, celle de la santé mentale des Français est bien présente et elle va tuer énormément de personnes. C'est des professionnels de santé qui le disent. Est-ce que le gouvernement en a conscience ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et quelles mesures sont prises ? Si, vous avez énormément de lignes d'écoute qui ont été mises en place. Vous avez un renforcement dans les universités très important qui a été mis en place sur la discussion avec les étudiants et la surveillance des étudiants qui sont hébergés dans les résidences étudiantes. Oui, bien sûr, il y a une conscience. Mais encore une fois, on ne va pas construire un modèle de société sur quelque chose qui ne peut pas durer. Ce virus, à un moment donné, dès l'instant où la vaccination générale va être en place, ça s'arrêtera de toute façon. Oui, mais les effets pour le mental, pour la santé mentale des Français, eux, vont avoir lieu après. 15 millions de Français sont en dépression, 13 ont eu des pensées suicidaires. C'est un collectif de psychiatres, là encore, qui le dit. Bien sûr. Est-ce qu'on en a conscience ? Est-ce qu'on prend les mesures nécessaires ? La déprogrammation des soins a cette conséquence-là, effectivement. Et tous les gens qui étaient déjà dans une situation fragile, en se retrouvant en situation de confinement, sont fragilisés, bien entendu. Oui. Il faut y faire extrêmement attention. Merci Théo Grévin. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. 5 ans après les accords de Paris pour le climat, l'ONU a appelé les gouvernements du monde à proclamer l'état d'urgence climatique. Hier, le président Emmanuel Macron rencontrait les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Il a annoncé la tenue d'un référendum pour inscrire la défense du climat dans la Constitution si la réforme est adoptée par le Parlement. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir Manon Blangis. Didier Béchère, bonsoir. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. L'ancien président Jacques Chirac le disait en 2002. Aujourd'hui, notre maison brûle. Alors on l'inscrit dans la Constitution. Qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Ça donne une obligation à ce que, moi pour avoir déposé un texte sur ce sujet-là, de s'assurer que tous les textes de loi que nous déposons prennent bien en considération la transition énergétique, écologique. Voilà ce que ça change. C'est-à-dire que c'est pas le tout d'avoir un gouvernement qui dit oui, on s'en préoccupe. Vous savez pas le gouvernement suivant ce qu'il en fera. Donc le fait de l'inscrire dans la Constitution, c'est une symbolique très très forte pour s'assurer que tout ce que nous ferons à partir du moment où l'élément sera dans la Constitution. Est-ce qu'on n'a pas besoin de mesures plus concrètes maintenant ? Parce que les mesures symboliques, on en a eu pendant des années. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui au gouvernement pour l'écologie ? Déjà regardez le format. La Convention citoyenne pour le climat, c'est un format totalement inédit et on voit bien que de plus en plus dans notre fonctionnement démocratique, à chaque fois qu'on a des sujets qui touchent profondément à la modification de la société, on va avoir besoin de ce moment de débat démocratique. Ça c'est très bien pour la démocratie, mais pour l'environnement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? 150 personnes qui réfléchissent, qui sont tirées au sort, qui sont représentatives des Français et qui font 146 propositions, qu'en font 150 et 146 qui sont retenues et qui vont toutes être mises en place. Je tiens aussi à être bien précis sur le sujet. Toutes ne sont pas de l'ordre des lois, il y en a qui sont de l'ordre du décret ou déjà en place. Elles vont être mises en place, ces mesures-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour le gouvernement et la majorité, Didier Béchère ? Parce que lorsqu'on parle d'écologie de La République En Marche, on pense surtout aux touillettes et aux pailles en plastique qui sont interdites, mais lorsqu'il faut des vraies mesures, ça veut dire qu'on a besoin de l'avis d'autres personnes ? Oui, c'est ça, c'est le drame de la politique. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, vous avez basculé, parce qu'on en parle depuis un an, sur l'arrêt de la consommation des plastiques, des couverts en plastique, des bouteilles en plastique et des pailles. Et en fait, vous trouvez ça tout à fait normal. C'est beaucoup de travail en fait pour amener les industriels à comprendre qu'on va modifier profondément leur modèle économique en interdisant quelque chose. Donc c'est ça en fait qui permet à un moment donné de modifier durablement notre société. Quand on parle, moi je sais que je défends des éléments à l'image du Nutri-Score avec l'environnement score pour s'assurer que chacun dans le territoire où on vit, chacune des collectivités vont être en capacité de communiquer sur la transformation énergétique qu'elles ont mise en place. Vous avez tout à fait raison de pointer que si là où vous habitez, vous ne vous rendez pas compte de quelle est la transformation énergétique que votre commune, que votre agglomération a mis en place ou sur laquelle elle travaille, ça restera toujours très lointain. Didier Béchère, est-ce qu'il faut passer aujourd'hui en état d'urgence sanitaire ? C'est ce que recommande l'ONU aujourd'hui.
Oui, enfin, L'état d'urgence climatique, simplement. Climatique, pardon, excusez-moi. Sanitaire, on y est déjà. Climatique, oui, enfin, très bien. Encore une fois, c'est des. Je pense que l'ONU, elle est dans son rôle aussi pour que des pays qui n'ont rien démarré puissent commencer à réfléchir sur ces sujets. Nous, on est dans l'action quand on voit qu'on a. On est vraiment dans l'action aujourd'hui. Lorsqu'on voit aujourd'hui, ça fait 5 ans que les accords de Paris pour la COP21 ont été signés. Pourtant, déjà à l'époque, on disait, les scientifiques alarmaient sur le fait que c'était insuffisant. Aujourd'hui, on est très en deçà de ce qu'on avait promis de faire il y a 5 ans. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour rattraper ce retard? Prenons des exemples précis. C'est-à-dire, il faut agir. 30 milliards dans le plan de relance sur la transition écologique. Moi, j'ai vu concrètement 2,7 milliards sur les bâtiments publics, dont 22 sont situés dans ma circonscription. Voilà, ça c'est un élément concret. C'est-à-dire qu'on a décidé, on a voté un budget en tant que député, où on allait mettre 30 milliards sur la transition écologique et en disant nos bâtiments publics sont des passoires thermiques, donc commençons. Vous savez, le côté l'État exemplaire, c'est extrêmement important pour comprendre et se dire que moi, peut-être à mon niveau, il faut aussi que je change. Dans ma circonscription, vous avez sur les 2,7 milliards, 22 sites qui vont, l'université de Versailles-Saint-Quentin, l'école d'architecture des bâtiments de l'armée, enfin, je ne vais pas vous donner les 22 exemples, mais en tout cas, qui vont bénéficier de ça. C'est ça la transition écologique. On parle donc d'argent qui va être investi dans différents secteurs. Est-ce qu'on peut aussi imaginer que le gouvernement va taxer les entreprises polluantes? Par exemple, Engie, arrêter de subventionner certaines entreprises? Mais est-ce que le punitif, en fait, c'est pas ce qu'on a fait depuis des dizaines d'années? Non, le gouvernement continue de subventionner l'aéroport de Paris. Engie également, le gouvernement est toujours actionnaire à 23,64% de l'entreprise. On n'a pas vraiment l'impression que le punitif, il s'adresse beaucoup aux grandes entreprises. Pour nous transporter, on sait que le transport en avion est un des éléments les plus polluants et on a annoncé qu'on allait arrêter quand il y a moins de 2h30, vous n'aurez plus de liaison en avion et vous serez obligé de prendre le train. C'est des décisions qui sont extrêmement fortes. Je veux dire, peut-être qu'il y a des gens qui déjà par eux-mêmes faisaient le choix du train quand il y avait moins de 2h30 de transport, mais il y a beaucoup de Français qui ne faisaient pas ce choix-là. Donc, selon vous, on n'est pas autant dans l'urgence que les écologistes l'affirment? Ah, mais on est dans une urgence absolue, mais c'est pas le tout de déclarer qu'on est dans l'urgence. Il faut prendre des mesures concrètes pour que les choses avancent. Et quand je vous dis qu'on va arrêter les transports aériens entre deux villes où il y a moins de 2h30 entre les deux, c'est une décision extrêmement forte. Vous dites que c'est extrêmement forte, mais dans le même temps, les écologistes et une grande partie aussi donc des Français et des scientifiques affirment que même si on dit que c'est des grandes avancées, c'est toujours très faible. Par exemple, la France a baissé ses émissions de gaz à effet de serre en 2019 de 1%. L'ONU recommandait une baisse de 7,6% pour pouvoir s'accorder aux accords de Paris qu'on avait signés. Oui, bien sûr, mais encore une fois, on ne fait pas suffisamment. C'est ça qui nous amène à dire... puisque la transformation ne se fait pas uniquement par la prise de conscience, prenons des mesures qui peuvent sembler difficiles. L'exemple de l'avion est un très bon exemple. La consommation de plastique est un très bon exemple. Est-ce qu'on remet également en cause le libre-échange, notamment qui est promu par La République En Marche? Le libre-échange économique, par exemple, oui, en avril dernier, la France avait fait donc l'Union européenne avait fait un accord avec le Mexique pour importer, par exemple, 20 000 tonnes de viande bovine, 10 000 tonnes de viande de volaille, de viande porcine également. Ça, la France l'a pas ratifié pour l'instant. Donc on est sur les échanges avec le Canada. On est aussi également avec le Canada, oui. Non seulement des. Et parce qu'avec le Canada, donc c'est très bien pour l'environnement, également pour les agriculteurs français. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Non mais essayons de ne pas faire des raccourcis trop rapides. Donc le Mexique, c'est une chose, on l'a pas ratifié, donc on n'est pas d'accord. Le Canada, on a ratifié, on est d'accord, sachant que les échanges, je vous rappelle, avec le Canada, ils sont très très largement dans le sens France vers le Canada. Donc c'est certainement pas ce qu'on exporte du Canada qui va plomber le bilan carbone de la France. Donc faut être très très précis. Quand on fait de la politique, il faut aussi donner une réponse à ceux qui produisent en France. Donc les producteurs de vin, de fromage qui exportent au Canada, si à un moment donné vous décidez de couper pour des raisons qui peuvent être ne serait-ce que la transition écologique, il faut que vous trouviez des palliatifs pour eux. Il faut que vous fassiez la transformation de l'agriculture. Quand vous mettez chaque année 120 millions pour aider les agriculteurs à se transformer d'une agriculture classique à une agriculture bio, c'est pour les accompagner vers cette transition. Donc encore une fois, plus on aura des actions concrètes, plus on aura des actions concrètes et plus cette transition écologique portera ses fruits. Merci Didier Bécher. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ.
Les négociations devaient se terminer samedi dernier. Elles sont finalement prolongées. Le Brexit et les accords entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sont encore en discussion jusqu'au 31 décembre. Un no deal semble pourtant la direction la plus probable. Juste avant d'y revenir avec vous, Didier Bécher, c'est un titre de Stevie Appleton et Sam Felt. Paradise, c'est sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. 20h50 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. On est ensemble jusqu'à 21h. Didier Bécher, député La République En Marche, est avec nous. Et on l'expliquait, le Brexit n'est finalement toujours pas terminé. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se sont accordés un énième délai supplémentaire, énième et dernier. Beaucoup d'Européens s'interrogent aujourd'hui du peu de conséquences pour les Britanniques d'être sortis de l'Union européenne en 2016, Axel Rebaud. Didier Bécher, est-ce qu'il faut être plus ferme avec le Royaume-Uni ? Je crois qu'on essaye de se donner le plus longtemps possible, le plus longtemps, sachant qu'il y a une date, c'est le 31 décembre de cette année, pour essayer de trouver un accord. C'est pourquoi on essaye absolument de trouver un accord gagnant-gagnant pour les parties. Finalement, c'est peut-être pas tant pour la France que ça, parce que quand on regarde les conséquences, je crois que Bruno Le Maire parlait de potentiellement 0,1% enfin, qu'il y aurait un impact d'à peu près 0,1%. Mais est-ce qu'il existe cet accord gagnant-gagnant, comme vous le parlez ? Parce que oui, force est de constater, ça fait 4 ans qu'on discute, 4 ans qu'on négocie, oui, parce que on ne l'a pas encore trouvé cet accord. Deux extrêmes, on a une discussion accrochée sur la pêche, puisque la zone Manche, mer du Nord, ça représente 20% de la pêche européenne. Il y a énormément d'eau, les eaux qui y appartiennent, qui sont dans la zone anglaise. Donc il faut s'assurer que les pêcheurs français vont pouvoir continuer à pêcher dans cette zone-là. Justement, c'est un des sujets principaux. Si c'est le cas, voilà. Et puis vous avez aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on ne remet pas en cause les Anglais, ils quittent l'Union européenne, c'est leur choix, c'est un choix politique qu'ils ont fait, ils ont voté, etc. Sauf que vous avez tous les jours 10 000 camions qui arrivent d'Angleterre pour se déverser en Europe. 10 000 camions tous les jours qui se déversent de l'Angleterre dans l'Europe. Donc s'il y a un dumping social qui se met en place... On ne peut pas trouver un accord, comment dire, c'est si on signe un accord avec le Royaume-Uni, est-ce que ça va vraiment changer les choses du coup ? Est-ce qu'on ne fait pas énormément de bruit pour rien finalement ? Le Royaume-Uni, il faut déjà aussi qu'ils soient en capacité de rembourser toutes les aides qu'ils ont perçues et qu'ils vont devoir rembourser en quittant l'Europe. Donc encore une fois, c'est pas que les Anglais vont tout gagner ou l'Europe va tout perdre. On a un peu l'impression que ça fait 4 ans que le Royaume-Uni négocie avec Bruxelles pour gagner le meilleur accord possible. Oui. Et finalement, on dirait qu'ils n'ont aucune sanction à prendre autant de retard, à rajouter des nouvelles échéances. L'Angleterre, attention, enfin, on est voisins, on parle pas d'essayer de trouver un accord avec le Mexique ou la Nouvelle-Zélande, des pays qui seraient très loin de chez nous. Là, on est voisins, on est amis, on a une histoire commune. Donc il ne s'agit pas on cherche pas à se fâcher. On cherche juste à ce que la décision politique qu'ils ont prise et qui les regarde uniquement eux n'ait pas un impact trop difficile sur l'ensemble des pays européens. Et quand je vous dis qu'il y a 10 000 camions qui arrivent tous les jours, si vous avez un système de dumping social qui se met en place en Angleterre et qui se déverse en Europe, vous allez avoir une concurrence totalement déloyale qui va être en place et beaucoup des agriculteurs, des commerçants des pays européens vont se retrouver en grande difficulté. Justement, Paris a menacé d'utiliser son veto justement si l'accord commercial obtenu entre Londres et Bruxelles ne lui convenait pas. Donc vous l'avez dit, Emmanuel Macron veut préserver l'accès aux mers britanniques aux pêcheurs français. Ouais. On n'est pas un peu en train de leur reprocher une concurrence déloyale alors qu'on veut justement continuer à profiter de leur mer, parce que s'ils ont décidé de sortir de l'Union européenne, c'est notamment de pouvoir reprendre leur autorité, leur souverainisme sur leurs terres et leurs mers. Oui, mais enfin, s'ils pêchent tout le poisson qu'ils pêchent uniquement pour eux, ils vont avoir un problème. Donc à un moment donné, le poisson, les Anglais, ils vont devoir aussi le vendre. Donc encore une fois, ces grands équilibres, c'est ça notre fonctionnement européen. Et encore une fois, l'Angleterre, on est voisins et on a une histoire commune. Et il ne s'agit pas qu'on se fâche définitivement avec les Anglais. On a énormément d'échanges économiques. Il y a beaucoup de Français qui travaillent en Angleterre. Donc il faut trouver cet équilibre. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, c'est sûr qu'en Europe, c'est peut-être pas la France qui sera la plus pénalisée. Mais on ne veut pas non plus faire un sacrifice, par exemple, sur les pêcheurs ou sur quelqu'un d'autre, au titre de la séparation de l'Europe avec le... Donc il faut absolument garder le Royaume-Uni comme un allié économique de la France et de l'Union européenne. Encore une fois, on est voisins, on a envie de faire des choses ensemble et on n'a pas envie de se brouiller parce qu'ils ont décidé à un moment donné de quitter l'Europe. Enfin, voilà, on a un peu l'impression que Bruxelles, donc la France également, font un peu preuve de laxisme envers le Royaume-Uni qui peine à trouver un accord. Est-ce que ça veut dire que c'est l'Union européenne qui ne peut pas se passer du Royaume-Uni comme allié ? Non, je crois qu'on peut se passer
de l'Angleterre, mais on n'est pas tout seul. En fait, l'impact du départ de l'Angleterre, il est différent suivant les pays européens, suivant le poids et leur santé économique. Si on pouvait se passer d'eux, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas déjà proclamé un no deal il y a 2 ans? Mais déjà, nous, Français, on n'est pas tout seul, d'accord, on est beaucoup de pays en Europe, donc c'est aussi ça la beauté de l'Europe, c'est qu'il faut arriver à se mettre d'accord à très très nombreux. Donc encore une fois, s'il n'y avait que la France, je pense que vu le peu d'impact économique a priori de ce départ de l'Angleterre, ça ferait longtemps qu'on aurait déjà signé quelque chose. Donnons-nous la chance. Je pense que c'est aussi ça la politique. C'est à un moment donné, on n'est pas dans des humeurs et on n'est pas dans des décisions qui se prennent à l'emporte-pièce. C'est des grosses machines. On a du temps jusqu'au 31 décembre. Utilisons la totalité du temps pour essayer de trouver cet accord le plus positif possible pour les deux parties. Si on y arrive, tout le monde aura gagné. Si on n'y arrive pas, on aura au moins le plaisir d'avoir essayé le plus longtemps possible de trouver un accord et on n'aura aucun regret. Donc vous dites on a encore du temps, on a en vérité encore 2 semaines pour trouver un accord sur ces... de la négociation, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, mais pourtant 4 ans jusqu'à présent n'ont pas suffi. Vous êtes confiant? Vous pensez vraiment que le 31 décembre, ça sera enfin fini l'histoire du Brexit? Moi, je ne négocie pas, donc j'en sais rien. Si c'est pas terminé le 31 décembre, vous serez d'accord pour continuer les négociations avec le Royaume-Uni? On va continuer comme ça, comment Didier Bécher? C'est aux négociateurs de répondre à cette question. Moi, je négocie pas, donc j'en sais rien. Mais si on m'explique le 31 décembre qu'on est au bord d'un accord et qu'on a besoin de 3 semaines de plus, moi personnellement ça me dérange pas. Ce qu'il faut, c'est que pour les entreprises qui font du business avec l'Angleterre, à un moment donné, elles sachent sur quel pied danser. Merci Axel Rebaud. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Didier Bécher, on fait le tour de l'actualité à venir cette semaine dans 1 minute. Juste avant, on a sélectionné une question d'un auditeur, une question de Jonathan, qui nous dit: sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, on peut voir que Didier Bécher, vous avez gagné avant votre élection plus de 180 000 euros par an. Alors il vous demande comment prétendre représenter la majorité des Français alors que vous avez gagné plus que 99% d'entre eux. Oh, mais il y a sûrement même des gens qui gagnent beaucoup plus que moi. Oui, j'avais un travail, j'étais dirigeant, donc je gagnais bien ma vie, mais c'est public, c'est l'avantage de la haute autorité. Mais vous pensez représenter une majorité de Français ? Mais dans les députés, vous avez des cadres dirigeants, vous avez des enseignants, vous avez des ouvriers, vous avez des médecins, vous avez des infirmières. Chaque député, parce qu'il est élu par les gens de sa circonscription, oui, représente la France à ce moment-là. Ça n'a pas de rapport avec ce qu'on gagne. Je pense que je n'ai pas volé cet argent. J'avais un poste de dirigeant qui était rémunéré comme tout dirigeant d'une entreprise du CAC 40. On passe maintenant à l'agenda politique de la semaine. Demain, le gouvernement présente sa stratégie vaccinale contre la Covid-19 devant l'Assemblée nationale. Cette stratégie, on la connaît déjà un peu. Début janvier, la vaccination commencera pour les résidents en EHPAD et les soignants de ces établissements. Ils seront suivis en février par les personnes fragiles en raison de leur âge ou de pathologie. Le reste de la population sera lui concerné à partir du printemps 2021. Didier Bécher, j'imagine que vous allez vous faire vacciner. Ah oui, bien sûr, comme je me fais vacciner pour la grippe depuis très longtemps, oui. Donc selon vous, ouais. Selon vous, pourquoi les Français ont peur de se faire vacciner ? Mais c'est pas propre au Covid, en fait, il y a toujours de l'inquiétude sur est-ce que le vaccin, on va me le mettre à l'intérieur, est-ce que ça va vous poser question ou pas. Moi, je pense que ce travail de transparence qu'on est en train de faire, d'expliquer où est-ce qu'on a commandé, comment, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quelles sont les différences entre les types de vaccins, c'est un travail qui va permettre de prendre confiance. Alors, cette peur, quand même, elle est particulière pour le vaccin du Covid, c'est-à-dire qu'un Français sur 2 n'est pas prêt à se faire vacciner contre le coronavirus. C'est un sondage d'IFOP. C'est pas un chiffre qui est plus ou moins important. Pour la grippe, c'est la même chose. Quand vous avez 60% des soignants à l'hôpital qui se font vacciner contre la grippe, alors que dans tous les autres pays, c'est tous les soignants qui se font vacciner. Voilà, et pourtant, on est le pays de Pasteur. Donc, il y a une interrogation, je pense, par rapport au vaccin de manière générale, qui n'est pas fondée. Donc, à nous aussi d'expliquer, à un moment donné, en transparence, quelles sont les compositions des vaccins, pourquoi on a choisi ces vaccins-là, et comment ça va se passer dans le temps, parce que on n'a pas le temps de parler de la stratégie multicanale, mais c'est cette stratégie-là qu'on a choisi d'avoir plusieurs types de vaccins, parce qu'il va y avoir plusieurs périodes aussi qui vont se présenter à nous. Jeudi, les principaux syndicats de la RATP ont appelé à la grève. Ils protestent contre l'ouverture à la concurrence des réseaux de la régie, une ouverture qui pourrait avoir des conséquences pour les agents s'ils devaient être transférés dans des entreprises privées. Ils s'inquiètent par exemple de la perte d'acquis sociaux, des conditions de travail, des rémunérations qui pourraient changer. Didier Bécher, concrètement, qu'est-ce que l'État peut faire ? Est-ce qu'elle peut imposer aux entreprises privées des conditions, par exemple ?
On a négocié dans l'accord pour la RATP et pour la SNCF, c'était un texte de 2017 ou début 2018, quelles étaient les conditions de transfert. Donc les entreprises qui seraient amenées à reprendre, si jamais tout d'un coup le métro parisien était racheté par une entreprise italienne, prenons un exemple farfelu, dans ce cas-là, il y aurait obligation de reprendre l'ensemble des salariés. Mais les acquis sociaux seraient les mêmes. Est-ce que les rémunérations seraient les mêmes? Les acquis sociaux, quand vous rachetez l'ensemble d'une activité, vous prenez l'ensemble de l'activité avec les acquis sociaux. Est-ce qu'une fois dans cette nouvelle entreprise, les acquis sociaux perdurent? Ça, ils perdurent pendant un certain nombre de temps, parce que vous avez une garantie, je me souviens plus dans le texte quelle est la garantie de délai, je sais plus si c'est 2 ans ou 3 ans qu'on avait mis dans le texte, mais après, la vie de l'entreprise peut faire qu'il les modifie. Mais en tout cas, il y a une garantie au moment du transfert. Honnêtement, entre nous, je vois pas, on parle un peu de science-fiction, là, vous voyez, c'est une sorte de grève un peu préventive. Je vois pas qui irait racheter la RATP pour exploiter le métro parisien. Merci Didier Bécher. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Didier Bécher d'avoir répondu à nos questions. Demain, Storytelling passe en mode Noël. Toute l'équipe vous a préparé les meilleures histoires et anecdotes sur les fêtes de fin d'année. Une émission à suivre en direct de 20h à 21h. Et quant à nous, on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais le 5 janvier. En attendant, toute l'équipe de Fréquence ESJ vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Il est 21h sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.